Merci. Alors, comme souvent j'oublie à la fin, j'ai posé des stickers avec des rovers Persévérance en photo là, enfin en dessin si ça intéresse quelques-uns, vous prenez. En général à la fin j'oublie, donc il en reste après. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je travaille au laboratoire de planétologie et géosciences à Nantes où on travaille beaucoup sur les données des planètes, un petit peu toutes les planètes, de Mercure à Pluton, avec différentes méthodes de géophysique, de géologie, et on est associé à beaucoup de missions spatiales. Et moi, j'ai la chance d'être associé à deux missions importantes de la NASA, qui sont Curiosity, le bien nommé, puisqu'on est dans les lieux de l'ESEO Curiosity, et le rover Perseverance. Et Curiosity, le rover, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est sur Mars. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, je pourrais faire toute une journée de conférence, tellement il y a de données et de résultats sur ce rover-là. Mais en ce moment, on parle un peu plus de Perseverance, qui est le petit dernier qui est arrivé sur Mars il y a 3 ans, et qui donne beaucoup de données et d'informations très intéressantes pour nous, géologues, parce que je suis avant tout géologue. Donc géologue, au départ, c'est sur la Terre. Le géo réfère à la Terre. Mais quand on apprend la géologie sur Terre, on peut l'appliquer à d'autres planètes, et en l'occurrence à Mars, pour essayer de comprendre son évolution, puis aussi de comprendre en retour qu'est-ce que nous apprend Mars pour la Terre. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà Persévérance, il y a quelques mois. Et à la fin, je vous parlerai des petits échantillons qu'on a prélevés avec Persévérance. On va faire la conférence en 3 parties. La première partie, ça va être un petit peu pourquoi est-ce qu'on va sur Mars, qu'est-ce qu'on va y étudier. La deuxième, ça va être un petit peu le côté technologique du rover Perseverance. Et la troisième partie, ça sera un petit peu les résultats de Perseverance et puis ce qu'on va faire par la suite. Alors pourquoi aller sur Mars? Comme vous le voyez là, sur Mars, c'est une planète, il n'y a pas d'océan actuellement, il fait froid, il fait sec, mais par contre, il y a une calotte polaire, il y a des nuages qu'on voit dans l'atmosphère. C'est des choses que vous pouvez même voir avec une bonne lunette astronomique. On peut voir une partie de ce qu'on voit sur cette image. Ça, c'est une image Hubble, c'est quand même ce qu'on fait de mieux, mais on peut voir certaines choses, y compris des albédos, à partir de lunettes astronomiques. Ce qui veut dire que sur Mars actuellement, l'eau liquide, on la cherche encore un petit peu, mais on est à peu près sûr que tout est sous forme de glace. Mais même si elle est sous forme de glace, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y a l'eau, H2O en tout cas, à la surface, et dans les calottes et dans la subsurface. Les températures descendent à moins 130 degrés en hiver. C'est extrêmement froid, et à moins 130 degrés, en fait, le gaz principal de l'atmosphère, c'est du gaz carbonique, il se condense. Et en fait, la plupart de la surface des calottes, au sud et au nord, la surface est composée de gaz carbonique solidifié, donc de la glace carbonique. Et cette glace carbonique crée des calottes saisonnières qui sont plus étendues que les calottes résiduelles. Et ces calottes saisonnières font quelques mètres d'épaisseur. Mais c'est vraiment l'atmosphère qui se dépose, puisque l'atmosphère est composée surtout de CO2. Puis la pression atmosphérique, elle est que de 6 hectopascales. 6 hectopascales, c'est 150 fois moins que sur Terre, donc c'est pas beaucoup pour nous. C'est sûr que même si c'était de l'oxygène, on ne pourrait pas y respirer. Mais néanmoins, c'est quand même plus favorable pour y envoyer des sondes que Vénus, où il y a 90 bars d'atmosphère, et c'est l'équivalent d'à peu près 900 mètres d'océan. C'est extrêmement compliqué pour aller sur Vénus, il fait 400 degrés en plus. Donc finalement, d'être froid avec une atmosphère fine, c'est quand même possible d'y aller. Et puis, ça nous intéresse parce que c'est une planète qui est dynamique, il y a une atmosphère, malgré tout, c'est pas la Lune, c'est pas Mercure. Il y a de la glace d'eau, donc il y a de l'eau. Donc voilà le premier intérêt. Alors aujourd'hui, la planète telle qu'elle est aujourd'hui, elle est étudiée beaucoup pour essayer de comprendre sa dynamique actuelle, où est-ce qu'est l'eau, et aussi pour préparer un petit peu les missions futures, peut-être des astronautes, lorsqu'un jour ils iront sur Mars. Regardez cette espèce de champignon qui est là. Ça, l'image du bas, vous reconnaissez la bordure de l'Afrique. Quand il y a des tempêtes de sable, d'ailleurs on en a de temps en temps qui nous touchent en Pays de Loire, qui arrivent d'un petit peu de sable rouge. Celle-là est allée vers l'Atlantique et vous voyez, elle a une forme un peu champignon comme ça. Regardez cette tempête-là. Alors c'est très opaque parce que l'atmosphère est pleine de poussière sur Mars, mais c'est un petit peu la même forme. Et ça, c'est une tempête qui était proche de la calotte polaire. Ça, c'est la calotte polaire nord. Et donc sur Mars, il y a une dynamique avec de la poussière dans l'atmosphère et une dynamique qui permet aussi de faire on appelle des dust devils, des tourbillons de poussière à la surface. Alors ça, c'est des images prises par un rover qui s'appelle Spirit, dont je ne vais pas parler beaucoup, mais qui ont été pris il y a déjà 15 ans, et on en a d'autres avec Perseverance ou Curiosity. Regardez, c'est des dust devils qui traversent, celui-là est très impressionnant.
Et ça se produit surtout l'après-midi en été. Lorsqu'on réchauffe la surface, eh ben, ça fait des petits tourbillons de poussière, exactement comme sur Terre. Alors par contre, si vous imaginez les tempêtes de poussière comme dans le film Seul sur Mars, non, on n'en est pas là. Voilà les prises de vue d'une tempête de poussière telles qu'on les a vues avec le rover Curiosity cette fois. Curiosity au bout de 2080 jours sur Mars, les sols c'est 2080 jours. Ben, regardez en fait, jour après jour, c'est l'opacité, ça fait comme un brouillard en fait. Un brouillard qui tombe, l'atmosphère devient opaque. Ça c'est un peu l'effet de la tempête de poussière sur Mars. Donc de ce côté-là, pas trop de crainte, ça va pas soulever ça soulève des grains de sable si vous voulez, mais ça va pas soulever des roches comme on voit dans les films. Non, non. Par contre, ça peut un peu empoussiérer les panneaux solaires, ça peut empoussiérer certains instruments. Et puis, ça nous empêche de voir loin. Donc, des fois, les beaux panoramas, on ne peut pas en faire pendant qu'il y a des tempêtes de poussière. Ça n'arrive pas tous les jours et ça ne nous embête pas beaucoup avec les rovers parce que notre énergie n'est pas aux panneaux solaires. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit aussi sur Mars actuellement, c'est des très belles formes géologiques qu'on appelle des dunes, en Barkhane, ici en l'occurrence, en croissant. Quand on a des dunes comme ça, on sait d'où vient le vent. Il vient d'en haut, il déplace le sable vers le sud, là, et il l'accumule sous forme de croissant, parce que à l'endroit où l'accumulation est la plus forte, ça va le moins vite, et sur les bords, ça va plus vite, ce qui fait que ça avance des deux côtés, et le vent transmet ce croissant, en fait, se déplace progressivement sur la surface de la planète. On sait que ces dunes sont mobiles, même si elles sont mobiles que de quelques mètres par an parfois. Elles sont mobiles. Alors la couleur vous fait un petit peu bizarre parce que elle est orange avec des petites taches noires. En réalité, c'est près à la fin de l'hiver. Si vous avez suivi, dans l'hiver, quand on est près de la calotte nord, il y a du givre de glace carbonique et c'est ce qu'on a là-dessus, avec un peu de poussière qui s'est déposée sur le givre. Du coup, c'est blanc clair, mais avec la poussière, ça devient orange. Et puis, contre le givre, ils font pas, ils se subliment, ce qu'on appelle se sublimer, c'est-à-dire qu'ils passent directement à l'atmosphère sous forme de vapeur. Et ça fait la vraie couleur de la dune, en fait, elle est en dessous. Elle est toute sombre. C'est du sable noir. Donc, des fois, ça peut être piégeux de regarder les couleurs sur Mars. Il faut vraiment regarder la saison à laquelle on est. Et donc, en fait, la plupart du sable sur Mars, il est noir. D'ailleurs, on voit à l'intérieur de la dune, ça a déjà disparu ici. On a vraiment du sable noir. Alors ça, c'est la dynamique atmosphérique reliée au sable, aux poussières. Et puis, on a aussi une dynamique qui est à plus long terme, qui est liée à la glace, à la vapeur d'eau. Et là, en l'occurrence, on a des preuves qu'on a de la glace non seulement aux calottes polaires, mais aussi aux latitudes moyennes. Regardez ces deux belles langues glaciaires. Vous voyez, ça a des formes tout à fait typiques d'un processus d'écoulement de fluage, d'écoulement très lent, comme on en a pour les glaciers. Et grâce au radar de la sonde Mars Reconnaissance Orbitaire, on sait que là-dedans, il y a encore de la glace. Donc non seulement on a de la glace sur les calottes polaires, mais en plus on a de la glace dans le sous-sol, parfois dans les glaciers, mais aussi même des fois en dehors des glaciers. Ça s'appelle du permafrost, ou du pergélisol en français. C'est quand le sol est gelé en permanence et contient de la glace. Des fois, on a des preuves qu'il y a aussi de la glace dedans. Donc ça fait finalement une quantité de glace qui est assez importante. Ça a été quantifié d'ailleurs, regardez. Voilà un petit peu, les petits ballons là, représentent les quantités par volume qui ont été estimées à partir des données à la fois morphologiques et de radar de la subsurface. Et ce que vous voyez, c'est que c'est selon les latitudes, 30 à 50 degrés. En fait, c'est dans ces latitudes-là qu'il y a le plus de morphologie glaciaire. C'est là qu'il y a le plus de glace. Alors, en volume, si on fondait toute cette glace, voilà, ça ne ferait pas un océan de 3 km d'épaisseur comme sur Terre. Hein. On parle plutôt de quantité. Si on la fondait et qu'on faisait toute la planète comme ça, ça ferait une petite mer, disons, de 30-40 mètres d'épaisseur. Voilà, l'équivalent. Donc, mais c'est quand même assez substantiel comme eau. Puis si un jour on envoie des astronautes, il faudra bien qu'on trouve de l'eau pour les faire boire. Et donc ces latitudes-là sont privilégiées pour les astronautes futurs, parce que c'est des latitudes où il suffit de creuser à 2-3 mètres de profondeur et on devrait y trouver de la glace. C'est d'ailleurs dans les tuyaux d'avoir des missions vers les années 2035 et 2040 avec des forages métriques, plurimétriques, qui permettent d'aller chercher cette glace enfouie en profondeur. Donc ça c'est, disons, très intéressant pour actuellement et pour le futur des missions comme les missions habitées. Et puis c'est aussi intéressant pour le passé parce que finalement cette glace elle est là mais elle a dû être ailleurs dans le passé. Ces glaciers sont relativement récents. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et donc ce qui s'est passé avant, on en a des preuves en regardant les terrains très anciens.
Et dans les terrains très anciens, on les reconnaît parce qu'ils soit ils sont très cratérisés, soit ils appartiennent à des régions très anciennes. Alors à droite, c'est pas très cratérisé parce que c'était complètement érodé, donc on a perdu même les cratères. Mais quand c'est très cratérisé comme sur la Lune, on sait que c'est très ancien, et ce terrain-là, à gauche, a été daté à 3,6 milliards d'années. Et si vous regardez bien ce terrain, il a de particulier, regardez, 3 km, c'est quand même assez grand. Vous voyez, vous suivez mon laser et vous voyez des vallées qui se rejoignent, et des vallées qui se rejoignent en forme d'arbre comme ça s'appelle un réseau hydrographique, des vallées fluviales, en gros. Sauf que maintenant, il n'y a plus d'eau dedans, tout est sec, on voit peut-être même des dunes de temps en temps parce que c'est rempli de sable. Mais pour faire ça, il faut de l'eau liquide, et pas juste sous forme de glace, et il en faut pendant un certain temps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible aujourd'hui. On sait que c'était différent à cette époque-là, sinon on n'aurait pas pu former ce type de réseau hydrographique. Et en plus, regardez sur la droite, cette magnifique image nous montre des strates accumulées, elles font quelques mètres d'épaisseur, ces strates. Et dans ces strates, on sait par les instruments orbitaux qu'on a des minéraux de type argile, sulfate. Sulfate, c'est des sels de soufre qui nécessitent de l'eau. Les argiles, c'est ce que vous trouvez dans la boue, par exemple, sur Terre. Vous en avez beaucoup le long des rivières, par exemple. Et les minéraux qui sont dedans, en fait, effectivement, sur Terre, ils gonflent dès qu'ils se forment avec de l'eau. C'est des argiles qui sont liées à la présence d'eau et de la roche qui commence à être altérée chimiquement. Et en fait, quand on en trouve dans ces terrains-là, ça veut dire que l'eau a joué un rôle très important dans la formation de ces sédiments. D'accord? Donc, l'un dans l'autre, on a de l'eau qui ruisselle, qui fait de l'érosion, et puis quand on accumule des sédiments, on a des minéraux qui sont typiques de ce qu'on a sur Terre quand on a des sédiments formés avec de l'eau, des argiles, des sels. Donc l'un dans l'autre, ça, c'est deux choses qui ne se produisent plus actuellement. Et donc Mars a été différent, et les âges à laquelle on trouve toutes ces morphologies, c'est 3,5 milliards d'années et avant. Mais depuis 3 milliards d'années, quasiment rien, hormis quelques patchs localisés le long de volcans, où on a un petit peu d'activité hydrothermale. Généralement, on n'a plus grand-chose depuis 3 milliards d'années. Alors regardez ce qu'il y a de très joli aussi sur Mars. Suivez cette ligne, vous voyez qu'elle est sinueuse, elle est même en méandre. On a là un chenal en méandre à la surface de Mars. Alors vous rêvez pas, si vous le voyez en relief, c'est normal. C'est un chenal inversé. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que quand vous avez un chenal qui forme des sédiments, les sédiments sous la rivière vont être plus sédimentés, vont être aussi plus grossiers que les sédiments. Grossiers, ça veut dire en taille de grain. Ils vont être plus difficiles à éroder par le vent. Et du coup, quand le vent il érode des régions comme ça, avec des sédiments, eh ben, il va préserver ce qui était dans les rivières, alors qu'autour, on a surtout, vous savez, des limons, des particules fines que vous avez quand la rivière déborde. Ben, celles-là vont être plus faciles à éroder par le vent. Et du coup, on retrouve en relief le chenal, mais au départ, c'était en dépression. Donc là, on a un énorme méandre de chenal inversé, en l'occurrence, par l'érosion, ce qu'on appelle une érosion différentielle. Mais on est sûr que là, il y a bien une rivière qui coule, et puis pour couler comme ça en méandre, c'est une rivière tranquille, hein, c'est pas une rivière catastrophique, comme on peut en voir à certains endroits sur Mars. Il y a des rivières qui, effectivement, peut-être durer quelques jours, parce qu'elles sont formées par des gros glaciers qui ont fondu, des choses comme ça. Là, c'est une rivière tranquille, très différent de ce qu'on imaginait au départ. Alors la question maintenant, elle est de savoir, est-ce que, bien sûr, on sait Mars aujourd'hui, c'est un désert froid, il y a de la glace d'eau dans le sol, il y a une activité, il y a de la glace dans les calottes, mais il n'y a pas d'eau liquide. Et Mars a été différent, on le sait, il y a 3,54 milliards d'années, il y a des rivières, il y a eu des lacs, on va en montrer tout à l'heure, des roches argileuses. L'océan, je garde un point d'interrogation parce que ça reste toujours débattu. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'un cycle hydrologique qu'il n'y a pas actuellement, et qui permettent de renouveler cette eau à la surface. Et donc, l'amplitude du climat, la durée de ce climat plus chaud, on ne sait pas. C'est plein de questions qui se posent autour. Et puis, il y a une question qui est tout au-dessus de toutes ces questions-là. C'est qu'à cette époque-là, sur Terre, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la vie se formait sur Terre. On le sait parce qu'on a des traces de roches de cette époque-là qui contiennent des traces de bactéries. Et donc, si le climat était favorable sur Mars, il était sur Terre pour faire la vie, on est là, a priori. Donc s'il était identique sur Mars, ou en tout cas proche, pourquoi est-ce que la vie ne se serait pas formée sur Mars?
Donc là, c'est vraiment la question numéro 1, c'est de savoir cet environnement, est-ce qu'il a conduit à former la vie? Et s'il n'a pas formé la vie, c'est aussi intéressant pour savoir pourquoi il n'y a pas conduit, quel était exactement l'environnement, qui, comme je vous disais, n'est pas forcément complètement compris. Donc ça, c'est tout ça, c'est cette période-là, 3,5 à 4 milliards d'années. Et sur Terre, ce qu'on voyait à cette époque-là, ce qu'on appelle des stromatolites. Alors voilà, les stromatolites, il y en a toujours aujourd'hui dans quelques endroits de la Terre, comme en Australie, ici. Vous voyez, ces gros roches-là, en fait, ces grosses roches sont formées par des milliards et des milliards de bactéries. Sauf que les bactéries, elles croissent comme un oignon, en fait, autour de la roche. Et puis, quand elles meurent, ça fait un petit film rocheux. Puis comme ça croît et ça fait une espèce de champignon, de rocher champignon, comme ça. Vous voyez, on a un là qui est fossile, cette fois-ci, qui a quelques centaines de millions d'années. Vous voyez la façon dont ça grandit. Et puis, les plus vieux qu'on ait trouvés sur Terre, c'est aussi en Australie, dans des terrains qui ont 3,5 milliards d'années. Ça fait des petites boules comme ça, et qui correspond à la préservation de ces stromatolites, mais dans des sédiments qui ont 3,5 milliards d'années. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que ça, quand vous regardez ça, ça peut être plein de choses en géologie. On peut retrouver des formes de lave, par exemple, qui ont ces formes-là. Donc, il faut vraiment aller voir au microscope à quoi ça correspond pour essayer de déterminer. Et d'ailleurs, il y a toujours des controverses sur certaines de ces roches, savoir est-ce que c'est vraiment les bactéries qui ont créé ces phénomènes. En tout cas, ça serait le Graal, disons, de planétologues martiens, de trouver ça un jour sur Mars. Et on ne l'a jamais trouvé. Mais par contre, on garde un œil ouvert pour savoir s'il y a des formes, des textures qui pourraient correspondre à la vie sur Mars. Donc comment faire pour aller chercher la vie sur Mars maintenant? C'est un petit peu la deuxième partie de la conférence, c'est on va envoyer des rovers, et comment est-ce que ça marche un rover sur Mars? Parce que nous, on est géologues. Donc nous, en géologue, quand vous allez sur le terrain pour ramasser des cailloux, vous ne restez pas sur place. Vous vous déplacez, vous cassez le caillou, vous revenez, vous embarquez des cailloux, on bouge. Donc les premières sondes, comme la sonde Viking, elle ne bougeait pas. Donc c'était une super station météo, magnifique image du sol martien. Ça fait des analyses du sol autour du rover. Par contre, autour du lander, c'est un lander, un atterrisseur. Par contre, pour aller chercher la roche qui est là, c'était impossible. Donc forcément, très frustrant pour un géologue. Nous, tout ce qu'on a envie, c'est d'aller casser le caillou. Et voilà. Et donc c'est comme ça que les rovers sont nés. Alors pour rendre c'est Laurie à César, c'est les Russes, les premiers qui ont envoyé un rover sur une planète, c'est sur la Lune, dans les années 70. Ça s'appelait les Lunorods. Ils ont envoyé des rovers à 8 roues pour analyser la Lune, mais ils étaient téléguidés. C'est un petit peu différent avec les rovers martiens, parce que ces rovers martiens, ils ont la différence, c'est que sur Mars, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour les communications. Donc pas évident de communiquer en direct, donc c'est pas télécommandé, c'est commandé une fois par jour. On va en discuter tout à l'heure. Donc ces rovers, ils ont commencé à la NASA avec Pathfinder, le petit en 97, il tiendrait sur la petite table, pas très gros, 600 grammes. Alors 600 grammes de payload, la payload, c'est les instruments à bord. D'accord, les instruments, si vous voulez, c'est un petit peu comme les passagers embarqués sur une voiture. Plus il y a d'instruments, plus la voiture doit être grosse. Et c'est ça, plus il y a de passagers, plus la voiture doit être grosse. Donc on a voulu faire des instruments de plus en plus nombreux et plus gros, ce qui fait que ça a mené au Mars Exploration Rover, les MER. Vers 2004, ils ont été envoyés, Spirit et Opportunity. Et puis MSL, Mars Science Laboratory, ça c'est Curiosity. Le premier des rovers, et Perseverance a été fait sur le même modèle. À peu près 900 kg pour Curiosity, 1 tonne pour Perseverance, et 70 kg d'instrumentation à l'intérieur de Curiosity, 10 instruments. Donc ça, c'est vraiment une différence de poids, une différence de taille, d'énergie aussi, c'est-à-dire que là, on est passé des panneaux solaires à ce qu'on appelle une RTG, c'est-à-dire du plutonium embarqué qui permet de générer un couple thermique pour alimenter aussi le rover. Donc c'est vraiment, ça c'est la Curiosity ou Perseverance, c'est la taille d'une voiture si vous voulez. Et 70 kg, voilà, c'est la quantité d'instruments qu'il y a à bord. Donc pour passer à Perseverance, donc Curiosity 2012, qu'on fonctionne encore 12 ans après, Perseverance a été pensé avec les premiers résultats de Curiosity, et son objectif, en plus d'aller analyser un endroit de Mars intéressant, ça va être de récolter des échantillons, on va en parler dans une minute. Alors comment se compose un rover de manière générale? Regardez Perseverance, il y a d'abord tout ce qui est télédétection, texture, à distance.
Donc ces deux instruments, la caméra Mastcam Z qui est ici avec deux yeux, et puis Supercam qui est le laser micro-imageur dont je vais vous parler dans un instant, puisque c'est l'instrument franco-américain sur lequel nous on est associés, qui a été construit à Toulouse et sur lequel on participe tous les jours sur cette mission. Donc on fait des analyses à partir du mât à distance, d'accord, à quelques mètres, pour préparer l'arrivée du rover dans un endroit, pour regarder les roches, pour comprendre ce qui se passe. Puis quand on a décidé qu'une roche est intéressante, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ces deux instruments-là, Sherlock et Pixel. Alors Sherlock, il a sa petite caméra Watson avec, c'est un petit micro, petite caméra microscopique. Et puis c'est un spectromètre UV en fait qui fait de la spectrométrie rarement pour déterminer la minéralogie très précisément, et éventuellement même la matière organique s'il y en a. Organique ne veut pas dire biologique, hein. Organique, c'est qu'on contient du carbone, c'est pas forcément lié à la vie. Et puis Pixel, c'est aussi un instrument qui permet d'avoir la chimie en détail de la roche. Par contre, le bras il fait 50 kg, et en fait, pour analyser, on le pose quasiment sur la roche, 1 ou 2 cm, et l'analyse se fait comme ça. Donc à distance, à proximité, et puis il y a une station plutôt d'environnement qui va aider à comprendre l'environnement, ce qu'on discutait tout à l'heure, la pression atmosphérique, les variations, la météo, la température tous les jours. Je peux vous dire, tous les jours sur Mars, il fait moins 90 degrés le matin, il faut mettre sa polaire, à midi ça peut monter autour de moins 10 degrés, parfois 0 degré, et puis tout de suite à 4 heures, il fait déjà moins 50. Donc voilà, ça c'est la journée martienne typique, et ça ne change pas beaucoup d'un jour à l'autre. Et puis il y a un instrument là qui s'appelle MOXIE. MOXIE, c'est un instrument pour préparer les futures missions. La NASA aime bien mettre des instruments qui préparent, par exemple, les missions habitées. Et donc, en l'occurrence, là, sur Persévérance, c'était une production d'oxygène pour essayer de préparer l'arrivée des astronautes. Il faudra produire l'oxygène sur place parce qu'on ne peut pas forcément tout emmener. Et donc, cet instrument fait des productions d'oxygène en dissociant l'oxygène du CO2. Hein. L'atmosphère est composée de gaz carbonique qui est CO2. Si vous cassez cette molécule, vous gardez l'O2. Sauf que c'est très énergivore. Donc en fait, quand on fait cette analyse-là pendant 3 heures, on arrête tout sur le rover, on fait 3 heures et ça bouffe la moitié de l'énergie du rover. Vous imaginez, s'il y avait plusieurs astronautes, on ne pourrait pas les faire survivre parce que là, en à peu près toutes les 16 essais qui ont été faits, on a produit à peu près 10 grammes d'oxygène par heure. Ça fait de quoi vivre un astronaute pendant quelques minutes. Vous voyez, on n'est pas à l'équilibre, on n'arriverait même pas à faire vivre un astronaute. Mais bon, l'idée n'était pas là, l'idée était de tester cette possibilité. Et ça, c'est une réussite, ça va permettre de calculer la quantité d'énergie et la quantité de production d'oxygène qui est nécessaire dans le futur. Et puis, un élément spécial à ce rover, c'est là. C'est le système d'échantillonnage. Il y a un petit carrousel avec 43 boîtiers, tubes, qui vont permettre de prélever des échantillons. Il y a un 37 pour les roches, parce qu'il y a aussi de l'atmosphère, il y a aussi des tubes blancs pour servir de ce qu'on appelle le blanc en chimie. Et puis, chacun fait à peu près 10 cm3. Regardez ce qu'on a, là c'est des images de la surface. Hein. Les tubes, ils sont là, ils vont être remplis de ces échantillons. Et ça, c'est une carotteuse. Donc en fait, une carotteuse, c'est un petit peu comme une perceuse, hein, si vous voulez, mais qui est creuse à l'intérieur, qui va prendre une carotte de roche. Cette perceuse, elle fonctionne comme cette carotteuse fonctionne comme une perceuse, c'est-à-dire en rotation et percussion pour rentrer dans le sol. Vous voyez, là, ça fait ce qu'on appelle une carotte, en fait, après, puisque ça a la taille d'une carotte, 13 mm sur 60 mm de largeur. D'accord? Donc ça, c'est échantillonner Mars. C'est un des objectifs de ce rover qui est différent d'avant. Et échantillonner Mars, ça veut forcément dire, bon, bah, ces échantillons, on aimerait les ramener un jour. On ne va pas les laisser sur Mars, c'est pas par hasard. Sauf que la mission de retour d'échantillons, c'est pas Persévérance, il n'est pas prévu pour repartir. C'est une mission future qui est en préparation, qui est compliquée politiquement, je vais en parler à la fin. Mais l'idée, c'est de récupérer les échantillons pour les ramener sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir les plus beaux instruments du monde sur la planète Mars, quand on arrive sur Terre avec des laboratoires qui ont la taille de cet amphithéâtre, ben, on peut avoir beaucoup plus d'analyses très fines sur les roches, du microscope électronique à transmission, qui vont permettre d'analyser la matière organique s'il y en a, dans des détails bien plus fins que ce qu'on peut faire avec le rover. Donc c'est ça l'idée, d'aller chercher ces échantillons. Puis je vais vous parler de Supercam, parce que Supercam, souvenez-vous, c'est l'instrument qui est là-haut, sommet du mât, cette boîte blanche là, avec un petit optique à la sortie. Et regardez, l'optique à la sortie, il est là, vous voyez. Donc ça, c'est la partie qui est dans la boîte blanche. Ça, c'est à Toulouse, c'est nos collègues
toulousains qui ont construit cet instrument. Là derrière, c'est le laser. Alors c'est le laser qui est un peu plus fort que celui que j'ai dans la main. C'est un laser qui est dangereux, si vous voulez, si on l'avait là dans la salle. C'est un laser qui porte la roche à 10 000 degrés. Donc c'est vraiment un laser de haute puissance. Et puis, couplé à ça, on a des spectromètres qui vont être en fait dans la partie à l'intérieur du rover, qui vont analyser la lumière de la roche qui était produite par le laser. Et puis on a aussi une caméra qui va être couplée à ce signal et qui va permettre d'analyser, d'utiliser. En fait, il y a un petit télescope qui focalise le laser qui va être utilisé pour récupérer une image aussi de là où on focalise. Et qu'est-ce qu'on fait en fait avec le laser sur une cible à 10 000 degrés, 10 000 degrés, hein, c'est la température de la surface du Soleil, même plus, on fait un plasma. Un plasma, c'est pas stable. Un plasma, c'est, vous le savez, les électrons et les atomes se baladent. Le plasma, quand il se refroidit, les électrons vont retrouver des atomes et ça déclenche des photons. Et les photons, ces particules de lumière, ils ont des longueurs d'onde. Et ces longueurs d'onde correspondent exactement aux éléments qui sont dans la roche. Et ça, par les spectromètres, on peut les retrouver. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont là, aluminium, calcium, magnésium, correspondent à ces photons qui ont été éjectés de la roche. Et on a pu quantifier ces données-là en comparaison des données de laboratoire. On arrive à ce qu'on a fait en géochimie, c'est-à-dire des diagrammes où on a la quantité des différents éléments et qu'on peut placer et comparer avec des minéraux classiques qu'on a sur Terre. Donc ça, c'est une technique très puissante qui avait été déjà testée sur Curiosity avec le laser qui s'appelle ChemCam. Et là, avec SuperCam, on est passé même au-delà puisqu'on a non seulement le laser et l'imageur qui va avec, mais aussi deux techniques de spectrométrie, infrarouge et Raman, qui se sont rajoutées avec, qui nous permettent d'aller plus loin dans la minéralogie. Donc c'est un instrument très complexe d'ailleurs. Les Américains appellent ça le Swiss Army Knife, le couteau suisse en fait, parce qu'on peut faire à la fois de l'imagerie, de la chimie et de la minéralogie avec cet instrument. Et quand on a ces trois choses-là, on va faire de la géologie, c'est-à-dire comprendre les roches. Alors à ce stade-là, on a les instruments, on a un rover, on va comprendre Mars avec pour la géologie, on a tous les instruments qu'il faut, mais encore il faut atterrir. Et donc atterrir, ça, c'est la NASA JPL qui s'en occupe. We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Donc voilà l'arrivée, le déclenchage du parachute. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 180 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Ça c'est arrivé, ça s'est bien passé. Et ils ont reconstitué ça avec les images qui ont été obtenues et rapatriées ensuite sur Terre. Et vous voyez, ces images sont acquises parce que les rovers avaient des caméras sur le rover qui permettent de suivre la descente et aussi au-dessus du rover qui permettent de voir le parachute. Et donc là, on est dans la phase de descente en parachute. Vous voyez, la protection là, c'est la protection thermique pour la rentrée dans l'atmosphère. On s'en a débarrassé. Donc là, on est en parachute et on va quand même encore à 1000 km/h. C'est un gros parachute qui est très résistant. Nav filter converged. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second. 6.6 kilometers above the surface. Alors regardez bien. Là, ça c'est le cône sédimentaire dont on va parler tout à l'heure. Regardez les deux cratères là, on va se rapprocher de celui-là. On va tirer par là. Donc là, il est en train de chercher des endroits où atterrir qui sont relativement lisses, plats, pas trop rugueux, pas trop de bosses. Donc il va chercher le meilleur endroit. Il ne veut pas les dunes, par exemple. Là, il ne veut pas les dunes. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Et on va fonctionner avec une plateforme et des boosters. We have timing of the landing engines. Alors regardez, on va aller vers la gauche tout d'un coup parce que c'est pas là l'endroit, il y a trop de dunes. Backshell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the backshell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. Maintenant, il est avec les boosters. Il se rapproche de cet endroit.
Et en se rapprochant, il va commencer à soulever la poussière à peu près 20-30 mètres du sol. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters. Regardez, là, s'il arrive. Là, les boosters vont agir. Ils vont vraiment ralentir. C'est là que la poussière va sortir. Regardez, voilà la poussière. Et maintenant, on va voir au-dessus. Parce que là, ça va donner le son. On va voir au-dessus le Skycrane se détacher, la plateforme. Et la vue du plateforme avec les filins. Et voilà le rover qui est descendu avec les filins. Il va toucher la surface de Mars. Et vous voyez qu'à la fin, ce qui est important, c'est que la plateforme avec les boosters se détache. Et donc, au moment où ça tape le sol, là, la plateforme va se détacher. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, ils savent très bien faire ça. Et franchement, l'atterrissage, c'est un moment extraordinaire. Alors, nous, ça n'était un peu gâché parce qu'à cause du Covid, on était chacun chez nous. C'était en début 2021, on n'était encore pas fini dans la crise. Et heureusement, moi j'ai vécu ça en 2012 pour la veille de Curiosity. J'étais à la NASA dans la salle comme eux et donc j'ai pu le vivre avec Curiosity. Mais c'est vrai qu'avec Perseverance, c'était encore un niveau au-dessus parce que les images sont arrivées en masse tout de suite après. Et donc on a pu voir toutes ces informations très rapidement. Donc on a le rover qui est au sol maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire pour travailler avec le rover? Et c'est là que c'est le plus intéressant quelque part, parce que ça veut dire comment travailler avec des instruments qui sont à des dizaines de millions de kilomètres, avec lesquels on ne peut pas causer, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour transmettre l'information, et on ne peut pas les télécommander. Et on est 400 personnes dans l'équipe scientifique, et donc il y en a 400 qui vont dire « Non, moi je vais aller faire ci, je vais faire ça, je vais aller là, non, moi je vais étudier cette roche ». Donc ça demande un petit peu de coordination. Donc comment on fait? Déjà le rover, lui, il va faire sa journée de travail sans qu'on l'embête. C'est-à-dire qu'il va recevoir des informations le matin et on va le programmer pour qu'il travaille toute la journée. Ok? Et on travaille surtout la journée parce que le rover, il ne veut pas travailler la nuit. C'est pas qu'il dort, il fait des calculs, il fait des processing à bord, mais il ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger le mât, il ne veut pas bouger le bras. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il fait vraiment froid. Je dis au départ, il fait moins 90 degrés. Et le problème, c'est que comme c'est beaucoup de métal, tout ce métal va se contracter. Et du coup, ça roule beaucoup moins bien. Donc, ils ne veulent surtout pas toucher aux mécanismes de mouvement pendant la nuit pour ne pas gripper les mécanismes qui vont être contractés par la température. Donc, il travaille le jour. Et à la fin de sa journée, il va envoyer des informations à l'orbiteur relais. Vous savez, il y a plusieurs orbiteurs autour de Mars en ce moment. Cet orbiteur va envoyer par télémétrie, donc au DSN, c'est le Deep Space Network. C'est les grandes antennes qui écoutent les différentes missions planétaires qui sont dans le système solaire, qui va les transmettre à la NASA, qui va formater tout ça dans un pipeline de données. Et nous, on a ces données en à peu près 40-50 minutes. On a les données qui nous arrivent sur nos ordinateurs. Donc ça marche super bien, comme ça, tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, quand on reçoit ces données, il faut qu'on discute, préparer les activités. Alors, on ne part pas de zéro, c'est-à-dire qu'on prévoit quel type de jour martien ça va être. Est-ce qu'on va faire une traversée? Est-ce qu'on va faire une analyse au contact avec le bras? Donc ça se prévoit la veille. Et en fonction des nouvelles données, on décide ce qu'on fait. Par exemple, moi, je vais analyser telle roche, je vais tirer au laser. Et on va en discuter dans des réunions. On ne va pas être trop nombreux, par 400, parce qu'on ne peut pas travailler tous les jours sur le rover, forcément. Mais c'est des discussions qui permettent ensuite de se coordonner d'un instrument à l'autre, et aussi avec les équipes ingénieurs du JPL. Donc JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les équipes ingénieurs qui vérifient, par exemple, les données qui sont à bord. Il ne faut pas tuer l'ordinateur de bord avec trop de données. Il faut regarder l'électronique, il faut regarder la thermique. Donc il y a plein de choses à savoir sur le rover qui sont contrôlées à la NASA. Donc nous, on s'occupe de Supercam, mais on s'occupe aussi un petit peu du rover dans l'ensemble parce qu'on a un rôle, moi j'ai un rôle, disons, de débattre, de faire débattre les actions qu'on va faire dans la journée et de décider à la fin qu'est-ce qu'on fait pour tel ou tel mouvement ou telle stratégie d'observation de telle ou telle roche quand on va circuler. Je vous en montrerai tout à l'heure des exemples. Ensuite, on assemble ces activités. Et après, à la fin, les ingénieurs prennent le rôle avec validation des séquences. Et pendant ce temps-là, nous, on repart, on prépare ce qu'on appelle le N+1, c'est-à-dire la journée d'après. On prépare quelque chose en fonction de ce qu'on a vu la journée. On sait à peu près ce qu'on va faire le lendemain, sauf qu'on n'a pas forcément encore les données. Et donc ça, on repart sur un cycle le lendemain. Et ça génère des dizaines de rapports
un peu partout, sur tous les instruments, tout ça, qui permettent, parce que de le jour au lendemain, c'est pas forcément soi-même qui est de nouveau en opération, ce serait quelqu'un d'autre, et donc il faut pouvoir transmettre l'information de ce qu'on a fait le jour J pour le jour N+1. Et ça, c'est tous les jours. Plus de 4000 jours martiens pour le rover Curiosity, plus de 1000 jours martiens pour le rover Perseverance. C'est tous les jours, sauf les week-ends maintenant, heureusement. Au départ, on travaillait même les week-ends. Maintenant, les week-ends, on prendra 3 jours d'un coup et on recommence le lundi, heureusement. Déjà que c'est en horaire américain, puisque ça commence à 8h heure de Los Angeles, donc pour nous c'est 17h. Donc mes collègues là en ce moment sont en train de travailler sur le rover. Et 19h, on est en plein dans cette phase-là. Donc c'est tous les jours comme ça, à bord des rovers. Voilà un endroit où on a effectué cette auto-navigation. Vous voyez que le rover il navigue entre les roches là, tac, 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 pour arriver dans un endroit qui correspond à ce qu'on voulait être. Et quand même, il y a des gros cailloux à droite, hein, il passe bien de côté gauche, et puis voilà, il arrive à l'endroit juste devant lequel on souhaitait être. Donc ça, c'est aussi, tous les jours, on fait ce qu'on appelle du drive, nous, c'est-à-dire on avance avec le rover, et ben, ça se passe toujours un petit peu différemment, parce que des fois, il faut contourner une roche, des fois, il faut aller plus vite, et puis c'est vers la fin qu'on ne sait pas trop où on va arriver, parce que l'auto-navigation va choisir un endroit qui n'est pas forcément l'idéal. Mais donc, c'est un peu la surprise du trajet sur Mars. Ah, puis le dernier petite chose que je veux vous montrer au niveau, disons, technologique du rover, c'est pas le rover lui-même, c'est le petit hélicoptère. Alors, le petit hélicoptère Ingenuity, petit mais costaud, puisqu'il a tenu 72 vols au lieu de 5 qui étaient prévus au départ. Et cet hélicoptère-là, il a l'air gros, hein. En fait, il est tout petit, hein, c'est un drone, on pourrait nous appeler ça un drone. Il fait moins de 2 kg. Et ce qui est impressionnant, alors il y a 2 caméras, une de navigation et une caméra en couleur. Et il tourne, ces pales tournent à 2400 rotations par minute. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles tournent aussi vite? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère sur Mars. Donc l'atmosphère étant fine, ça va circuler extrêmement vite pour pouvoir monter un rover, même un hélicoptère, même léger, à la surface de la planète. Donc, regardez, l'hélicoptère, il est sous le rover à cet endroit-là. C'est comme ça qu'il a été déployé. Le voilà qui a été déployé par le rover. Il nous fait coucou. Oui, c'est pas bien gros, hein. La trace de roue des rovers, c'est 40 cm. Donc, vous voyez la taille de l'hélicoptère. Ça, c'est les premières tours de pale. Alors là, on était encore proche de l'hélicoptère, mais après, on devait toujours être à plus de 100 mètres. Hein, parce que la NASA avait très peur que l'hélicoptère se crache sur le rover, évidemment. Ça foutrait mal. Et vous voyez aussi que on a un petit panneau solaire, et donc il n'est pas très grand non plus. Il peut se mettre avec de la poussière, et l'hélicoptère a du mal à passer l'hiver martien. Mais il y est arrivé. Et donc voilà, par exemple, le premier vol. Le premier vol, c'est vraiment juste, on monte et on descend. Il est là, il est en bas. Hein. On monte et on descend, voilà, les pales commencent à bouger. Il va commencer à monter. Alors c'est un peu saccadé comme image, parce que c'est un appareil photo pris à haute fréquence, mais c'est pas vraiment une caméra. Et donc voilà l'hélicoptère, et hop, il redescend au même endroit. Donc ça, c'est le tout premier vol qui s'est passé un mois après l'atterrissage de Perseverance. Voilà les images de la caméra de l'hélicoptère qui est au nadir, hein, qui regarde sous le drone, sous l'hélicoptère. Et vous voyez, en fait, c'est l'ombre, parce qu'en général, ils volent vers midi. Et du coup, on a l'ombre qui est projetée sur la surface. Vous voyez, il y a des dunes autour, là. Donc ça, c'est Sol 64, hein, c'est le 64e jour à la surface de Mars. C'est, je crois, le 3e ou 4e vol. Et puis, voilà, le 72e, qui s'est mal fini. C'est parce qu'il y avait une dune à cet endroit-là, avec une forte pente. Et le bout de la pale a touché la dune à cet endroit-là. Vous voyez, là, c'est creusé. Ça, c'est l'image de l'hélicoptère à droite. Vous avez à l'ombre, en ombre chinoise, la pale qui a été cassée, ici. Et le trace dans le sable qui correspond à cette trace-là, ici. Vous voyez, donc là, il ne bougera plus. Ça, on en est sûr. Et par contre, on est toujours en train de rapatrier des images de l'hélicoptère, donc il fonctionne quand même pour la communication, ça marche encore. Donc 72e vol, par rapport à nous, il n'a pas apporté énormément de choses. De temps en temps, il nous apportait quelques images d'un endroit où on allait aller avec le rover, ça peut être utile. Mais ce n'est pas non plus énorme, parce qu'il y avait juste une caméra. Après, la NASA travaille à avoir d'autres hélicoptères un peu plus gros avec d'autres instruments.
Et là, ça sera plus intéressant parce qu'on pourra les envoyer dans des endroits où le rover ne peut pas accéder. Par exemple, le canyon de Valles Marineris, ça sera très intéressant d'y envoyer un hélicoptère bien instrumenté. Donc ça, c'est ce qu'a appris la NASA pendant ces 72 vols est extrêmement important pour cette raison-là. C'est pour les futures missions spatiales avec des hélicoptères sur les planètes, notamment sur Mars. Voilà. OK ? Donc on a parlé du rover et Persévérance et de ses instruments, de la façon dont on travaille. Et maintenant, on va finir par les premiers résultats de Persévérance qui est arrivé sur la planète en février 2021. Et voilà une des premières images. Alors on a déjà fait un petit traversée avec quelques tours de roue. Je suis désolé, l'écran est un petit peu mauvais. On le voit mieux là-bas en fait, je trouve peut-être. Et d'une meilleure qualité. Vous voyez au loin, c'est la bordure du cratère qui s'appelle G0. Voilà, ici. Devant, ça c'est une butte dont on va reparler, il s'appelle Kodiak. Et là, c'est le cône sédimentaire. Je vais les montrer là. Voilà où on est. Voilà où on atterrit. Le cratère G0, c'est ce grand cercle qui fait 45 km. Et les buttes que vous voyez au fond, c'était ces grandes buttes ici qui font à peu près 1500 mètres d'altitude plus haute que le site d'atterrissage. Et le cône sédimentaire, il est là, il provient de cette vallée fluviale, s'appelle Neretva, qui se jette dans G0. Et cet endroit a été sélectionné non seulement parce qu'il y avait cette conjoncture de vallée fluviale, de cône sédimentaire, mais aussi parce que cet endroit contient des minéraux d'altération comme les phyllosilicates. Les phyllosilicates, en fait, c'est des argiles, donc des argiles dont je vous parlais tout à l'heure, et des carbonates très intéressants. Les carbonates sur Terre sont souvent liés à la vie. Et puis des minéraux volcaniques qui sont plutôt dans la partie basse du cratère. Dans l'idée d'avoir une diversité de minéraux et une diversité de roches pour les retours d'échantillons et pas d'avoir juste la même unité partout. Donc, site extrêmement intéressant et je vais vous montrer d'abord ce qu'on a fait au fond du cratère. Donc, au fond du cratère, on a atterri. D'abord, on n'a pas compris exactement la roche sur laquelle on atterrissait. On pensait que c'était volcanique et puis on a eu des doutes parce que à certains endroits, elle était un peu stratifiée. Et elle est composée de deux unités, en fait. Vous avez une unité qui s'appelle riche en olivine, qui est plutôt verte ici. Ça, c'est l'image composite avec les données orbitales. Et un autre minéral qui est pyroxène, qui est aussi un minéral volcanique, qui est plutôt dans les endroits en pourpre. On est atterri dans l'endroit en pourpre. Et on était très intéressé par aller voir cette unité d'olivine. Mais vous voyez, on a fait un drôle de trajet. Alors là, le trajet du rover, il est en blanc. Le trajet de l'hélicoptère, vous voyez, lui, il a traversé tout droit parce que lui, il passe par les airs. Nous, on ne pouvait pas traverser ici parce que c'est plein de sable, dunes de sable, on n'arrivait pas à traverser. Et donc, on a fait le tour. Et pour pouvoir trouver un endroit où analyser cette zone un peu verte ici, olive, eh ben, on a dû aller jusqu'ici. Et quand on est arrivé là, on a vu ces terrains stratifiés. Et alors là, certains qui aiment la sédimentologie disaient que c'est des sédiments. D'autres en volcanisme étaient un peu circonspects. On pensait trouver du volcanisme avec autant d'olivine. L'olivine, c'est un minéral qui, sur Terre, s'est produit surtout en grande profondeur, dans le manteau terrestre, ou dans des laves extrêmement riches en olivine, extrêmement fluides, qui proviennent du manteau terrestre proche. Et donc, on pensait voir ça, et on se rend compte que c'est stratifié. Et SuperCam, les images de l'instrument SuperCam ont apporté de très bonnes informations. Vous voyez, on voit les cristaux. Et on sait leur composition, c'est effectivement de l'olivine pour beaucoup d'entre eux. Et en plus, ils sont très très angulaires. Ça, c'est pas tout à fait ce qu'on voit dans les sédiments, ou alors c'est vraiment très très particulier. Et en fait, la solution vient de ce type de comparaison. Ces strates sédimentaires sont en fait similaires à ce qu'on a sur Terre, ce qu'on appelle des cumulats. C'est-à-dire quand on a des champs magmatiques et qu'on forme de l'olivine, on a tendance à la décanter progressivement, et ça s'accumule, et ça fait des strates comme si on était dans des sédiments. Et donc, c'est probablement ce qu'on voit là, c'est effectivement des roches magmatiques, donc volcaniques, mais en profondeur. Et par contre, on ne sait pas ce que ça fait à la surface de Mars, parce que ça veut dire qu'il y a eu l'érosion, ça veut dire qu'il y a eu des phénomènes magmatiques qu'on n'a pas forcément compris à cet endroit-là pour avoir ce type de roche. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant parce que c'est des roches qu'on ne connaissait pas à la surface de Mars, et donc c'est très, très intéressant d'aller les échantillonner, et on les a échantillonnés pour ça. Et puis, on a un autre roche très intéressante, celle qui est plutôt riche en pyroxène, qui est plutôt là des roches basaltiques habituelles. Vous voyez, avec le rover, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, avec le bras, on a aussi une possibilité d'abraser, de faire une roche bien plate, bien lisse, parce que souvent sur Mars, c'est plein de poussière,
biscornu. Là, au moins, c'est un petit peu comme quand on regarde au microscope sur une roche terrestre polie. Et c'est un basalte avec des composés qu'on attend sur des basaltes, sauf que là, il y a des gros points blancs. Et quand on analyse là-dedans, on se rend compte que c'est plein de sels. Le sel de sulfate, souvenez-vous, les sulfates, c'est des sels de soufre, comme le gypse, par exemple. Et des perchlorates. Les perchlorates, c'est quoi ce truc? Les perchlorates, c'est un oxyde avec du chlore. Et ça, c'est très particulier. Ça sent à relativement basse température quand on a une activité d'eau assez acide, en fait, dans la roche. Et donc ça, c'est très particulier. Ça montre que cette roche a été altérée avec de l'eau. Pas forcément à haute température pendant la lave était chaude, mais bien après, quand la lave était déjà froide. Et avec des eaux de surface un peu particulières, très salines, avec du chlore et du sel. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi foré cette roche. Vous voyez, il y a deux forages, de carottage, là, dans cette roche. Et d'ailleurs, cette roche, elle s'appelle Rochette. Et les deux carottages s'appellent Montdenier et Montagnac. Et vous savez pourquoi? C'est parce que quand on utilise on a besoin de plein de noms sur le rover. Et en fait, on a divisé G0, la carte géologique, en petits carrés avec des noms de parcs nationaux sur la Terre. Et donc, comme on est beaucoup de Français dans l'équipe, on a proposé des noms aussi de parcs nationaux en France. Et là, il se trouve qu'on est rentré dans le carré du Verdon. Et donc, on a pris des noms du sud-est de la France qui sonnent bien, comme Montagnac et Rochette, qui sont typiques du sud-est de la France. Voilà. Pourquoi? Ces deux premiers échantillons sur Mars ont des noms français. Et donc ça, c'était la science, disons, du fond du cratère, qui est une science intéressante, mais peut-être un peu plus, focalisée sur la géologie, un peu loin des considérations astrobiologiques dont on parlait, avec la vie sur Mars, sauf que, quand même, quand la lave a été altérée avec de l'eau liquide, il peut quand même y avoir un intérêt pour les aspects exobiologiques tout de même. Cela dit, ce qui est plus intéressant, c'est ce cône sédimentaire qui est visible depuis l'orbite. Souvenez-vous, l'atterrissage, il est là, au pied du cône sédimentaire, mais on avait quand même 2 km pour y aller. Et donc, on est allé faire le tour ici pour aller progressivement attaquer le cône sédimentaire. D'abord, on a beaucoup étudié le pied du cône, et ensuite, on est monté à la surface, à cet endroit-là. Donc, ce qu'on a eu très rapidement après l'atterrissage, c'est des images. Donc, quand j'ai écrit RMI, là, en fait, c'est parce que l'instrument de Supercam, la caméra, s'appelle Remote Micro Imager, donc RMI. Et c'est pour ça qu'on a vu ces sédiments de loin, à 2 km. Et à 2 km, on peut en faire plein de choses. Parce que regardez, en haut, c'est la vue panoramique des caméras Mastcam. On retrouve le bord du cratère G0, la butte Kodiak et le cône sédimentaire. Quand je dis butte Kodiak, en fait, c'est ce qu'on appelle une butte résiduelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'érosion entre le cône et cette butte, mais qu'on a préservé localement ces sédiments. Ça, c'est toujours l'image Mastcam, mais avec son meilleur zoom possible. Et là, c'est l'image Supercam, qui est l'équivalent, en fait, si vous faites de la photographie d'oiseaux, par exemple, c'est du 600 mm, donc c'est exactement ce qu'on utilise pour faire la photo d'oiseaux. Donc là, on est à 2 km, et quand on zoome à fond là-dessus, on arrive à des résolutions, on voit des cailloux de 20 cm. Voilà, ça c'est un galet qui fait 20 cm à 2 km, donc c'est un super instrument qui est à la surface de la planète Mars et qu'on contrôle à des millions de kilomètres. Et voilà, une des premières images qui était vraiment une révélation, parce que ce qu'on voit sur cette image est exactement ce qu'on s'attend quand on a un bord de lac sur Terre. C'est-à-dire qu'on a une stratigraphie, regardez, vous avez ici des strates très inclinées qui vont s'arrondir, s'aplanir. Puis là, vous avez une transition avec des strates relativement horizontales, un peu entrecroisées. Vous avez parfois des gros blocs au-dessus. Et en fait, il y a une grosse différence entre ces deux parties de la roche. Et ce n'est pas par hasard, c'est que dessous cette transition, tout ça s'est formé dans l'eau. C'est exactement ce dont on s'attend. Ça, c'est un graphe qui est connu sur Terre, tous les géologues l'apprennent un jour. C'est quand vous avez un système fluvial qui arrive en mer ou dans un lac, les sédiments arrivent et puis sédimentent avec une forte pente, mais d'abord avec des galets, des cailloux, des gros graviers. Et puis la turbidité emmène les argiles et les particules fines plus loin et crée des sédiments plus fins plus loin. C'est ce qu'on voit là, les sédiments fins sont là et les particules plus grossières sont dans ces coins-là. Donc ça, c'est exactement l'image d'un bord de lac, mais préservé et tronqué par l'érosion,
qui fait qu'on voit en coupe ce bord de lac, où là, on avait les sédiments fluviaux, donc tous les rivières qui se sont accumulées, et là, on a les sédiments qui sont dans le lac. Donc là, c'est l'altitude du lac, à l'époque où on a sédimenté. Et regardez ce qu'on voit sur cette image, en fait, c'est cette altitude qui était représentée sur toute la surface de ce cratère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un lac en système fermé, parce qu'en fait, il y a une vallée qui sort du cratère, mais on était à altitude beaucoup plus faible. Et j'aime bien montrer cet exemple en Inde, qui est le cratère de Lonar. C'est un cratère d'impact, comme G0, l'impact d'un météore. Il est un peu plus petit, il fait que 5-6 km, mais c'est à peu près ça, G0, le lac devait avoir cette forme-là, alimenté par des rivières, avec un delta, et des variations saisonnières fortes liées à l'évaporation, l'infiltration et au climat. C'est probablement ce qu'on avait aussi à G0 à ce moment-là. Alors on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire un lac comme ça et des deltas comme ça, et on ne sait pas comment relier cet épisode-là au climat général ancien. On ne sait pas si c'est représentatif ou pas. Ça reste encore à déterminer. Et il a fallu un moment donné où le lac était sûrement à ce niveau-là pour permettre l'overflow, l'exutoire de ce côté-là, côté est. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que c'est delta. On le voit ailleurs, ces formes-là. Et regardez, là, on est sur le delta. Maintenant, on est monté sur le cône sédimentaire. Et ce qu'on voit, on voit toujours des strates très fortement pentées, là. Et là, sur plus de 25 mètres de haut, en fait, là, ça nous trace d'autres strates typiques de lacs, qu'on appelle des forcettes, et à des altitudes différentes. Là, on est 30 mètres plus haut. Donc, ça veut dire que le lac, il était à une altitude plus haute à ce moment-là, lorsqu'on a fait ces strates-là. Donc ça, cette reconstitution, on est en train de travailler dessus pour savoir exactement l'évolution du niveau du lac en fonction de ce qu'on voit dans les strates sédimentaires de ce lac. Et puis, ce qui est le plus intéressant maintenant, c'est ce qu'on va faire avec les échantillons et la géochimie et la minéralogie. C'est-à-dire qu'en fait, on a, le long du trajet du rover, on a échantillonné. On a aussi abrasé la roche pour voir à l'intérieur. Vous voyez, c'est très différent de celle que j'ai montrée tout à l'heure. C'est toujours 2 cm de large, mais par contre, on voit quasiment plus de grains, ils sont tout petits. Là, on est dans une roche qui est plus proche de ce qu'on appelle un mudstone ou un siltstone, c'est-à-dire une roche très argileuse, très fine, un petit peu comme un limon de bord de rivière, mais pas du tout les grains grossiers qu'on avait avant. Et vous voyez, elle est aussi très claire. Et en fait, quand on fait la minéralogie là-dedans, on a de nouveau des sulfates, encore, des carbonates, ça c'est extrêmement intéressant, et un petit peu d'argile. Et donc ça, c'est très fin. Quand c'est très fin à la base de ces terrains-là, et en fait, on est exactement comme on était ici. C'est la même situation, sauf que là, on ne pouvait pas accéder avec le rover. Mais là, on est à la base du delta, sous les niveaux qui sont fortement pentés liés à la rentrée des sédiments fluviaux dans le lac. Et donc, on est sous l'eau, on est dans des dépôts lacustres. Et donc, le fait qu'on ait des dépôts lacustres avec en plus des minéraux qui contiennent des argiles, des carbonates, des sulfates, c'est extrêmement intéressant pour chercher quoi? Les traces de signature de la vie. Parce que c'est du genre de sédiments qui sont extrêmement intéressants. Avec le rover, on ne va pas les trouver, c'est impossible. On a un instrument Raman qui peut permettre de détecter la matière organique, mais c'est tout. Donc là, c'est plutôt les roches qui vont revenir sur Terre, qui vont être extrêmement intéressantes à analyser pour voir si de près, il y a de la matière organique ou des traces de signatures géochimiques qui proviennent de la vie. Donc ça, c'est pour le futur, mais c'est probablement une des roches les plus intéressantes qu'on ait jamais trouvées à la surface de Mars pour cette raison-là, un sédiment formé dans un lac. Alors ces carottes, en fait, on en a déjà déposé une dizaine à la surface de Mars. Vous voyez, c'est pas très grand, ça fait quelques centimètres. Elles sont scellées, donc il n'y a pas de poussière qui peut rentrer, il n'y a pas d'atmosphère qui peut rentrer, ils sont bien préservés. On en a déposé qu'une dizaine, parce que si vous vous souvenez, on en a pris 2 à chaque fois. C'est pour avoir un backup, c'est si jamais le rover ne survit pas, voilà, il y a un problème. On a au moins 10 qui sont déposés, qui sont récupérables dans le futur. On espère que ce ne soit pas celles-là qui sont récupérées, mais ceux qui sont encore à bord du rover, puisqu'on a des doubles. Et puis depuis, on en a pris plein d'autres. Donc actuellement, on en a plus de 20 à l'intérieur du rover qui sont en intérêt pour leur analyse une fois ramenés sur Terre. Et donc ce qu'on a fait, c'est que ce dépôt backup, il s'est fait ici, proche du delta. Donc on a commencé par l'analyse du fond du cratère, avec ses roches volcaniques, magmatiques, richano-lévines. On a fait une traversée rapide pour faire le tour ici d'un endroit qu'on ne pouvait pas traverser avec du sable. On a analysé le bord du delta, puis on a nargué une dizaine d'échantillons à la surface. On a ramené avec nous, on continue d'avoir les 10 échantillons équivalents
pris dans cette période. Et puis on a continué à traverser le delta en reprenant des échantillons. Alors ça, je ne suis pas à jour ici parce que ce n'est pas le point actuel, on est un peu plus loin. Mais c'est à peu près la fin du delta qui était à la fin 2023. Actuellement, on est en train de sortir de delta. On est sur une unité qui s'appelle l'unité marginale, dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, elle est un peu à la transition. Je ne vais pas vous en parler. Mais vous voyez, il y a déjà là, il y a quasiment 1000 jours d'activité à la surface de Mars. Et on a de quoi alimenter des dizaines et des dizaines de travaux sur Terre, si jamais ces échantillons reviennent, parce qu'on a une diversité extraordinaire entre les roches volcaniques magmatiques, certaines sont altérées, les roches du delta qui sont lacustres, et celles de surface du delta qui sont liées aux systèmes fluviaux qui rentraient. Donc actuellement, la mission de retour d'échantillons, je vais finir avec, c'est compliqué financièrement, et dans les missions spatiales, il y a toujours 3 choses. La science, c'est bien, mais il faut la technologie, et la technologie, elle va aussi avec la politique. Et en ce moment, c'est compliqué, c'est-à-dire que la NASA est un peu revenue en arrière sur cette mission de retour d'échantillons, parce qu'ils se rendent compte que ça va vraiment coûter cher. Donc ils ont changé un peu la donne, normalement ça devait être 2030 le retour d'échantillons, et là on est plutôt passé dans les années 2035. Vous voyez que ça nous amène déjà dans 10 ans. Après, le détail, on ne le connaît pas encore, parce que c'est encore en discussion, mais... Ah, bah il est parti. Mais on peut espérer que ça se fasse de cette manière-là. Désolé, je vais le mettre plein écran. On va espérer que ça se fasse de cette manière-là, avec une sonde qui va arriver sur Mars, qui va s'approcher du rover Perseverance, qui collecte les échantillons. Hein, ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et la sonde va arriver pas trop loin. Ça, à la NASA, ils sont capables maintenant d'avoir une sonde qui peut atterrir à 1 ou 2 km de l'endroit supposé. C'est extrêmement précis. Perseverance donne les échantillons à la sonde, à l'intérieur d'un petit ballon, qui va récupérer tous les échantillons. Ces échantillons vont être encapsulés, et puis dans une petite fusée, qui s'appelle le Mars Ascent Vehicle, va être projeté en l'air, et attention, c'est impressionnant, 3, 2, 1, c'est parti, pouf. Voilà, ça c'est une technologie héritée des militaires qui permet de décoller comme ça à 45 degrés. Et ensuite, cette fusée va larguer la partie qui contient les échantillons, qui va être récupérée par un orbiteur, et l'orbiteur lui est fait par les Européens, par l'agence européenne, l'ESA, qui va récupérer ces échantillons, et l'orbiteur lui va revenir vers la Terre. Donc ça c'est fait par l'agence européenne, c'est une collaboration ESA et NASA. Et donc là, les échantillons vont revenir sur Terre directement. Donc ça, fingers crossed, comme disent les Américains. On espère que ça va marcher un jour, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore complètement dans les clous, c'est en développement. Mais Perseverance a déjà collecté la moitié des échantillons, donc on espère bien ne pas les avoir fait pour rien. Les avoir collectés pour rien, et après va se poser des questions comme la survie de Perseverance. Est-ce qu'il va falloir les déposer à un endroit pour qu'ils soient collectés, ou est-ce que Perseverance va les ramener comme dans le film? Donc toutes ces questions-là sont ouvertes en ce moment et sont discutées, et c'est là où vraiment il y a confrontation entre la science, la technologie et la politique, parce que c'est eux qui fournissent l'argent. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis on a le temps pour quelques questions. Merci Nicolas. Est-ce que déjà, mesdames, messieurs, vous avez des questions? Alors, j'ai lancé les miennes. Peut-être que ça vous inspirera aussi. Bien que votre présentation, Nicolas, merci, elle est très enrichissante. Je crois qu'on est parti sur Mars, nous aussi. Voilà, moi j'en ai une, par exemple. Vous avez dit que Perseverance était plus lourd que Curiosity. Alors oui, il fait 100 kilos. Quoi justement ce poids influence peut-être la mission, ou quelle est l'importance du poids entre les deux? Non, il n'y a pas forcément d'importance. C'était à l'atterrissage qu'il ne fallait pas dépasser un certain poids, et le poids il est lié au système d'échantillonnage essentiellement. Mais sinon ça n'a pas eu une importance considérable. La taille non plus? La taille est quasiment pareille. D'accord.
Je continue. Oui. Merci beaucoup. Une question, quelle est la distance parcourue par le rover depuis le début de la mission, le dénivelé maximum, et puis aussi, apparemment, sur les cartes, il y a des altitudes qui sont notées en négatif. Ça signifie qu'il y a un 0 qui correspond à un niveau d'eau théorique ou quoi? Enfin, c'est sauf erreur. Hein, à commencer par la dernière question, le 0 est arbitraire, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à la moyenne des rayons équatoriaux qu'on définit, voilà, ce qu'on appelle un géoïde en fait, moyen, et l'altitude 0 est complètement arbitraire. Donc là, on est en dessous de cette altitude 0, mais correspond à aucun niveau d'eau, évidemment. Oui, non, parce qu'on aurait pu avoir un niveau d'eau théorique à partir des observations géologiques. Non, c'est pas du tout ça. Et à un moment donné, c'était aussi un niveau de pression atmosphérique, mais comme la pression atmosphérique change avec le temps, il a fallu changer et avoir quelque chose de vraiment stable. Ensuite, pour la question liée à la distance, on a fait 26 km avec Perseverance. Avec Curiosity, qui est plus ancien, on en a fait 36. Et le dénivelé maximum, en fait, la pente sur laquelle on peut monter est d'à peu près 30 degrés. Mais ça dépend si c'est une pente rocheuse ou une pente sableuse, parce que si c'est du sable, on va trop patiner et on ne va pas réussir à monter. Mais Curiosity est déjà monté sur 30-31 degrés, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose de possible qu'on évite de faire trop souvent quand même. Merci. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Il y a un peu d'un siècle, on avait du mal à traverser la Manche. Non, mais c'est vrai que c'est fantastique. Hein. C'est même époustouflant. Hein. Merci. Je voulais poser une question sur récupérer les échantillons. Il n'est pas du tout envisageable que ça soit les missions d'Elon Musk qui fassent ce genre de choses. Alors c'est une très bonne question qui est d'actualité parce que pas plus tard que hier, la NASA a lancé un appel d'offres à destination du privé. Voilà, parce qu'ils voyaient qu'ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Et que technologiquement c'est compliqué, donc il y a eu cet appel d'offres. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils vont mettre sur la table et je ne sais pas dans quelle durée de temps, mais oui, c'est sûr que SpaceX va probablement y répondre. On verra ce que ça donne. Après, c'est pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on voit qu'avec Artemis et les missions lunaires, ça prend beaucoup de retard, ça coûte extrêmement cher, et à la fin c'est quand même la NASA qui les paye, donc ils vont devoir faire des choix. C'est-à-dire que là on est sur des missions qui sont très chères. Et comme Artemis et les missions lunaires sont en train de prendre plus d'argent que prévu, voilà, il faut bien le trouver quelque part. Ouais, ça peut être une mutualisation, en fait. L'économie peut être à cette échelle-là, quoi. En fait, peut-être avec plusieurs missions. C'est pas les mêmes missions, c'est pas les mêmes objectifs. Donc peut-être que le fait que ce soit sur Mars, ça va intéresser effectivement Elon Musk, et puis pour préparer ses missions à lui. Mais on navigue dans un inconnu, disons, dans les relations avec le privé. Et aussi dans le futur, comment ça va se passer. Après, en Europe, par exemple, on a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire actuellement, l'orbiteur de retour de l'ESA, en fait, c'est Airbus qui le construit. Et ça marche bien. Donc on a l'habitude de certaines choses, mais sur des choses où il y a peut-être moins de nouveautés technologiques. Et à la NASA, dans ce qui est des nouveautés technologiques, en général, c'est le jet propulsionnable qui est à la pointe. Et il leur file ça, et là, il leur enlève un peu le bébé. Donc c'est assez surprenant, mais c'est pas forcément étonnant parce que on n'était pas encore sur un scénario complètement établi. Et donc on va voir quel scénario va émerger dans les prochains mois, parce que pour l'instant, on a surtout reculé la date pour laisser le temps d'avoir un scénario stable qui se met en route, quoi. J'avais une autre petite question. Est-ce que dans vos études, là, vous vous intéressez par exemple aux terres rares qui nous font défaut actuellement sur notre planète? Alors moi non. En fait, nous, en tant que géologues, on s'intéresse aux terres rares plus pour tracer des processus. Par exemple, des processus de sédimentaires, on va s'intéresser à quelques métaux lourds, quelques terres rares qui vont permettre de donner des informations sur les sources des sédiments, mais pas du tout en termes de géoressources. Et pour ce genre de questions, Mars n'est pas forcément bien placé, parce que la différence principale entre Mars et la Terre, c'est l'absence de tectonique des plaques importante. Et du coup, il n'y a pas du tout eu de recyclage de la croûte et de remontée de croûte profonde.
ni de dépôts de miniers très importants comme on peut en avoir sur Terre. Il y a des minéraux quasiment comme sur Terre pour les minéraux principaux et pour beaucoup d'éléments chimiques. Mais par contre, il n'y a pas forcément d'endroit où on va retrouver des mines de cuivre comme on retrouve des mines de cuivre sur Terre, quoi. Alors, pour le cuivre, peut-être on peut le trouver, mais pour les terrasses, c'est encore plus compliqué, ça nécessite des processus assez particuliers. Donc peut-être qu'un jour on trouvera et on utilisera, mais je pense que ça coûtera bien plus cher d'aller sur Mars que de continuer sur Terre. Donc je ne suis pas sûr que ça envahisse la chandelle, et je pense qu'il vaut mieux trouver d'autres procédés sur Terre qui n'utilisent pas les terres rares avant qu'il n'y en ait plus ou qu'on soit dépendant des Chinois pour nos téléphones portables. Une question ? Oui. Et je voulais savoir, au niveau collaboration, il y a d'autres équipes internationales autres que les États-Unis, la France ? Oui, donc on est à peu près 30% de l'équipe Persévérance, Curiosity c'est presque pareil, qui sont internationaux, c'est-à-dire qu'on a au niveau instrumental, on a deux autres instruments européens, le radar dont je n'ai pas parlé qui est norvégien et la station environnementale qui est espagnole. Et on a quelques collaborateurs de ces instruments ou des instruments américains qui sont un anglais, un allemand, un australien. Et grosso modo, on est près de 50 Français, donc on est le groupe le plus représenté après les Américains. Alors, le temps que je me dirige vers le monsieur à l'extrême, du coup j'ai une question à vous poser aussi. La NASA et l'Agence spatiale européenne préparent actuellement une nouvelle mission qui s'intitule Mars Sample Return et qui prévoit un atterrisseur également qui se poserait en 2031 sur Mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est en fait ce dont je parlais à l'instant, le Mars Sample Return avec le film. Le problème, c'est que la date a été décalée il y a 2 jours. D'accord. C'est pour ça que la question n'est plus à jour. C'est pas 2031, mais ça va être plutôt dans les années 2035 à 2040, et avec un scénario qui risque d'être un peu différent de ce que j'ai montré dans le film. Voilà, donc c'est à suivre, disons. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite question sur la durée de vie en fait de Curiosity et de Perseverance, sachant que c'est l'énergie nucléaire, si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'on a une idée, un ordre d'idée ? Est-ce qu'il y a des remplaçants en fait prochainement à ces 2 robots en fait ? Alors, en fait, d'une part sur l'énergie, c'est le plutonium qui a une demi-vie de 80 ans. Donc, une demi-vie, ça veut dire qu'il produira la moitié de son énergie dans 80 ans. Donc, on a le temps de voir venir. Donc s'il y a un problème, ça ne sera pas ça sera autre chose, l'ordinateur de bord ou quelque chose qui va vraiment casser. Et puis, parce que les rovers précédents, c'était à des panneaux solaires, donc des fois, il y avait ces problèmes-là, donc là, on n'a pas ce problème-là. Et de prochains rovers, en fait, toute la stratégie là, elle est vers le retour d'échantillons. Et ensuite, ce qu'ils prévoient, c'est plutôt des missions très focalisées, comme par exemple, envoyer des hélicoptères pour analyser telle région, ou un lander pour analyser telle chose sur la calotte polaire, beaucoup plus focalisé, plus légère. Donc en termes de rover, on ne sait pas où ça va, parce qu'on n'a pas forcément de rover après. Ce serait vraiment le retour d'échantillons qui va un peu mener la donne et va concentrer toute cette activité-là. Donc voilà. Mars est un peu un tournant, parce que un retour d'échantillons, qui dit retour d'échantillons, veut aussi dire on ramène quelque chose sur Terre. Et le jour où on enverra des astronautes, il faudra aussi les ramener sur Terre. Donc quelque part, c'est une mission qui peut à la fois donner des idées et puis, si ça marche bien, accélérer certaines autres idées qui sont en plan depuis longtemps mais qui n'avancent pas. Après, ce qu'on a besoin d'astronautes sur Mars en ce moment, c'est un autre débat. Mais dans l'idée d'avoir d'abord des informations de rovers robotisés et puis des retours d'échantillons, ça fait une logique. Et donc... après, il y a encore plein de choses à apprendre sur Mars, mais on fera peut-être plutôt des missions, comme dit, plus focalisées, plus localisées et moins chères pour apprendre ces choses-là. Merci. D'autres questions ? Alors, on a vu la géologie, et puis on a vu également l'ingénierie. Juste, est-ce qu'on a une idée de la température juste sur Mars ? La température ? Oui, la température, on l'a pris par l'instrument, donc MEDA qui... pas MEDA, oui, c'est l'instrument d'environnement. Donc les températures sont prises en continu et on prend aussi le vent et la pression atmosphérique. Et donc
comme ça qu'on a les températures à peu près tous les jours. On sait exactement, c'est très utile parce que ça permet aussi de faire un modèle thermique du rover, c'est-à-dire pour que le rover reste à la même température tous les jours. On le chauffe plus ou moins selon le moment de la journée. Très bien, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Messieurs, dames, avez-vous d'autres questions éventuellement ? Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. En tous les cas, merci beaucoup pour votre présentation. Et comme j'y pense, il y a des stickers que vous pouvez prendre à la sortie. Et les stickers à l'entrée. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité tout au long de ce cycle 2024 sur l'astronomie. On vous donne rendez-vous avec mes partenaires Curiosity ESEO, Terre des Sciences, le LPG de Nantes, l'ESCA et Ciel d'Anjou aussi. Et d'ici là, prenez soin de vous et à 2025.